En se promenant dans le parc, le père du millionnaire s'est figé en entendant une jeune femme chanter une chanson, la même que son épouse chantait à leur fils et à sa sœur jumelle avant de disparaître il y a 20 ans. Le vent d'automne caressait les feuilles dorées du parc Monceau, portant avec lui l'odeur familière des marrons grillés et le parfum délicat des derniers jasmins de la saison. François Lambert ajustait machinalement sa cravate de soie, tout en marchant d'un pas mesuré sur les allées pavées, son regard perdu dans la contemplation de ce paysage qu'il connaissait par cœur depuis 30 ans. À 50 ans, le magnate de la construction civile portait encore beau, malgré les rides qui s'étaient creusées autour de ses yeux bleus et les quelques fils d'argent qui parsemaient désormais sa chevelure brune. 20 années de veuvage avaient sculpté sur son visage une mélancolie profonde, cette tristesse silencieuse qui ne quitte jamais vraiment ceux qui ont tout perdu en une seule nuit. Il s'apprêtait à regagner sa Mercedes noire, garée près de l'entrée du parc, lorsqu'une mélodie familière s'éleva dans l'air tiède. Sa main se figea sur la poignée de sa mallette en cuir. Son cœur s'arrêta de battre pendant une fraction de seconde qui lui parut une éternité. « Ma douce étoile, dans le ciel si bleu, ma douce étoile, je chante pour toi. » La voix était pure, cristalline, d'une beauté qui transperçait l'âme. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui clouait François sur place. C'était cette chanson, cette maudite chanson, qu'Hélène fredonnait chaque soir en bordant les jumeaux, cette berceuse qu'elle avait composée spécialement pour Mathieu et Anaïs, et que personne d'autre au monde ne connaissait. François se retourna lentement, comme un homme en transe. Là, assise sur un banc près de la fontaine, une jeune femme d'une 20aine d'années chantait en s'accompagnant d'une guitare acoustique usée. Ses cheveux châtains aux reflets dorés cascadèrent sur ses épaules, et quand elle leva les yeux vers le ciel pour moduler une note particulièrement haute, François sentit ses jambes se dérober sous lui, ses yeux, ces mêmes yeux noisettes qu'Hélène, cette même inclinaison de la tête, ce même sourire tendre qui accompagnait chaque note. « Papa, ça va ?» La voix de Mathieu le ramena brutalement à la réalité. Son fils de 26 ans l'avait rejoint, l'inquiétude peinte sur son visage aux traits fins qui rappelaient tant sa mère. Grand et élancé, Mathieu avait hérité des yeux bleus de son père, mais aussi de cette mélancolie qui ne l'avait jamais quitté depuis cette nuit terrible de ses 6 ans. « Cette chanson », murmura François d'une voix blanche. « Tu l'entends aussi ?»« N'est-ce pas ?» Mathieu fronça les sourcils et tourna son regard vers la jeune femme. Quelque chose remua au plus profond de sa mémoire, comme un écho lointain d'un rêve oublié. Il connaissait cette mélodie, il en était certain, mais impossible de se rappeler d'où. « Elle est troublante », admit-il, en s'approchant du banc. La jeune femme acheva sa chanson sous les applaudissements épars des quelques passants qui s'étaient arrêtés pour l'écouter. Certains jetèrent quelques pièces dans l'étui de guitare ouvert à ses pieds, avant de poursuivre leur chemin. Elle leva les yeux et croisa le regard intense de François. Un sourire timide éclaira son visage. « Bonsoir », dit-elle d'une voix douce. « J'espère que ma musique ne vous dérange pas. » François s'avança comme hypnotisé. De près, la ressemblance était encore plus saisissante. Les mêmes pommettes hautes, le même nez fin, cette même fossette au menton qu'Hélène avait transmise à leur fille. « Cette chanson, où l'avez-vous apprise ?» parvint-il à articuler. La jeune femme haussa les épaules avec un geste gracieux qui fit tressaillir Mathieu. Ce geste lui était familier. Mais pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. Elle me trotte dans la tête depuis toujours, je crois. Comme si je l'avais toujours connue. Mon nom est Élise. Au fait, Élise. Enfin, c'est le seul nom que j'ai jamais eu. Élise comment ? Demanda Mathieu, intrigué malgré lui par cette jeune femme qui semblait émaner une étrange familiarité. Juste Élise. Les enfants de l'orphelinat Saint-Jacques n'ont pas toujours droit au nom de famille, vous savez. J'y ai grandi depuis mes 6 ans. François sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. 6 ans, l'âge qu'avait Anaïs quand... « Depuis vos 6 ans ?» répéta-t-il d'une voix étranglée. « Oui, je n'ai aucun souvenir d'avant, juste cette chanson qui me revient parfois, comme un rêve. Et puis, quelques images floues, une grande maison blanche, un jardin avec des roses, et un petit garçon qui me ressemblait beaucoup. » Mathieu recula d'un pas, le souffle coupé. Ces mots résonnaient en lui comme un écho venu du passé, une grande maison blanche. Le domaine Lambert, un petit garçon qui lui ressemblait, sa sœur jumelle qui était son reflet parfait. « Père, nous devrions y aller, dit-il d'une voix mal assurée.
Monique nous attend pour le dîner, mais François ne bougeait pas, les yeux rivés sur cette jeune femme qui portait le visage de sa femme disparue et chantait la berceuse de sa fille perdue. « Mademoiselle Élise !» dit-il enfin en sortant sa carte de visite de sa veste. « Je suis François Lambert. Si vous souhaitez discuter, n'hésitez pas à m'appeler. » Élise prit la carte avec curiosité. Lambert, ce nom lui disait quelque chose, comme un écho lointain. « François Lambert, le constructeur. J'ai vu votre nom sur des panneaux dans toute la ville. En effet. Et vous gagnez votre vie en chantant dans les parcs. Entre autres, je donne aussi quelques cours de guitare. Les fins de mois sont parfois difficiles. Mais la musique, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai toujours eu. » Elle rassembla ses affaires avec des gestes précis, rangea sa guitare dans son étui usé. Au moment de se lever, une fine chaîne en or glissa dessous sa chemise, révélant un petit cœur gravé qui scintilla dans la lumière du réverbère. François faillit s'effondrer. Ce pendentif, ce maudit pendentif qu'il avait offert à Anaïs pour son 5e anniversaire, avec ses initiales gravées à l'intérieur. « Votre collier » murmura-t-il. Élise porta instinctivement la main à sa gorge, touchant le bijou avec tendresse. « C'est tout ce que j'ai de ma vie d'avant. Les sœurs de l'orphelinat m'ont dit que je le portais quand on m'a trouvée. C'est ma seule, comment dit-on, ma seule attache à ce que j'étais avant. Père, vraiment, il faut qu'on y aille, » insista Mathieu, de plus en plus troublé par cette rencontre. François sortit lentement de sa contemplation. Il glissa un billet de 100 € dans l'étui de guitare, ignorant les protestations d'Élise. « Pour la musique, » dit-il simplement. Elle était parfaite. Tandis qu'il s'éloignait, Mathieu ne put s'empêcher de se retourner plusieurs fois. Élise les regardait partir, une expression pensive sur le visage. Quelque chose en elle lui rappelait « Mais quoi ?» Ses souvenirs d'enfance restaient obstinément flous. Comme voilés par un brouillard épais, « Cette fille, » commença-t-il, « ne dit rien à Monique de cette rencontre. » Coupa François d'un ton sec. Mathieu fronça les sourcils. Pourquoi cette demande? Monique Perrin était leur gouvernante depuis la mort de sa mère. Elle avait pratiquement élevé Mathieu, lui avait prodigué tout l'amour maternel dont un enfant orphelin pouvait rêver. Elle faisait partie de la famille. « Papa, tu ne crois quand même pas que… » « Je ne crois rien du tout, » répliqua François en montant dans la Mercedes. « Mais cette fille, cette chanson, il y a quelque chose qui ne colle pas. » Durant tout le trajet vers le domaine Lambert, ils restèrent silencieux, chacun perdu dans ses pensées. François revoyait sans cesse ce visage, cette voix, ce pendentif. Mathieu, lui, était hanté par ces images qu'Élise avait évoquées. Une grande maison blanche, un jardin de roses, un petit garçon qui lui ressemblait. Et si… Non, c'était impossible. Anaïs était morte il y a 20 ans. Avec sa mère, il avait assisté aux funérailles. Même si les cercueils étaient restés fermés à cause de l'état des corps après l'incendie, mais cette chanson, personne d'autre qu'Hélène ne la connaissait. Personne. 20 ans plus tôt, le jardin des plantes bruissait de l'excitation d'une famille en promenade. Hélène Caron-Lambert, rayonnante dans sa robe d'été jaune pâle, tenait fermement les petites mains de Mathieu et Anaïs, ses jumeaux de 6 ans qui sautillaient d'impatience à l'idée de voir les lions. « Maman, on peut aller voir les singes après ?» demanda Anaïs, ses boucles châtaines dansant au soleil. « Bien sûr, ma douce étoile », répondit Hélène en embrassant le sommet de sa tête. « Et toi, Mathieu, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Le petit garçon, portrait craché de sa sœur mais aux cheveux plus foncés, réfléchit sérieusement. « Les éléphants ? Et puis après, on pourra chanter dans la voiture du retour. » Hélène éclata de rire, ce rire cristallin qui faisait fondre François chaque fois qu'il l'entendait. Évidemment, notre petite chorale familiale ne peut pas s'arrêter maintenant. François les observait à quelques pas, son appareil photo à la main, immortalisant ces moments de bonheur parfait. À 30 ans, sa femme était plus belle que jamais, et ses enfants étaient à sa fierté absolue. Monsieur Lambert, il se retourna pour voir Monique Perrin s'approcher. Un thermos à la main, l'infirmière obstétricale de 43 ans qui avait aidé à la naissance des jumeaux était devenue une amie proche de la famille. Ses cheveux bruns tirés en chignon strict et son visage aux traits durs s'adoucissait toujours en présence de François. « Monique,
Je ne vous attendais pas ici. J'étais dans le quartier pour une visite à domicile. J'ai pensé que Madame Lambert et les enfants auraient peut-être soif. » Elle tendit le thermos avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. François, concentré sur sa famille, ne remarqua pas la façon dont le regard de Monique s'attardait sur lui, ni la manière dont ses mâchoires se contractaient quand elle observait Hélène rire avec les enfants. « C'est très gentil de votre part, Hélène. Monique nous a apporté de quoi nous rafraîchir. » Hélène se tourna vers eux, son visage s'illuminant davantage. « Monique, quelle belle surprise, les enfants. Venez dire bonjour à Monique. » Mathieu et Anaïs coururent vers l'infirmière, qui s'agenouilla pour les accueillir. Mais même en embrassant les joues roses des enfants, ses yeux restaient fixés sur François par-dessus leur tête. « J'ai préparé une citronnade spéciale, » dit-elle en dévissant le bouchon du thermos. « Avec du miel de lavande. Madame Lambert, vous devez être fatiguée après tout ce marche. »« Un peu, » admit Hélène en acceptant le gobelet que lui tendait Monique. « Vous êtes un ange, vraiment. » Monique versa également à boire aux enfants. Mais quand François tendit la main pour prendre sa part, elle secoua la tête. « Désolée, il n'y en a que pour 3. »« Je n'avais pas prévu. Ce n'est pas grave, » assura François. « Je prendrai quelque chose au café tout à l'heure. » Hélène but une longue gorgée de citronnade, fermant les yeux de plaisir. « Délicieux. Quel était votre secret, Monique ? » « Oh, juste un petit quelque chose en plus, » répondit l'infirmière avec un sourire énigmatique. 20 minutes plus tard, alors qu'ils admiraient les flamants roses, Hélène porta la main à son front. « François, je me sens étourdi. Tu veux qu'on rentre ?» s'inquiéta-t-il immédiatement. « Non. Non, ça va aller. C'est sans doute la chaleur. » Mais ses jambes se dérobèrent déjà sous elle. François la rattrapa de justesse, alarmé par la pâleur soudaine de sa femme. « Monique !» appela-t-il. L'infirmière accourut, un masque de préoccupation parfaitement étudié sur le visage. « Mon Dieu, il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Je pense que c'est une chute de tension. Donnez-moi Anaïs. Je vais la porter pendant que vous vous occupez de votre femme. » Dans sa panique, François ne réfléchit pas. Il souleva Hélène dans ses bras, tandis que Monique prenait la petite Anaïs. Mathieu, terrifié, s'accrocha à la veste de son père. « Papa, qu'est-ce qui arrive à maman ? Tout va bien se passer, mon grand. Monique va nous aider. » Ils se dirigèrent vers le parking, François portant Hélène, qui perdait et reprenait conscience par intermittence. Mathieu trottinant à côté d'eux en pleurant, Monique suivait quelques pas derrière avec Anaïs qui, elle aussi droguée par la citronnade, sommeillait contre son épaule. « Ma voiture est plus proche, » proposa Monique quand ils atteignirent le parking. « Je vous emmène ?» François n'hésita pas. Il installa Hélène sur le siège passager de la Renault bleue de Monique, puis monta à l'arrière avec Mathieu. Ce n'est qu'une fois les ceintures bouclées qu'il réalisa qu'il ne voyait plus Anaïs. « Où est Anaïs ?»« Dans son siège auto à l'arrière, » mentit Monique en démarrant. « Elle dort, le stress sans doute. » Mais François, penché vers sa femme qui murmurait des mots incohérents, ne vérifia pas. Il ne vit pas que la banquette arrière était vide à côté de Mathieu. Il ne vit pas le sourire cruel qui tordait les lèvres de Monique dans le rétroviseur. Au lieu de prendre la direction de l'hôpital le plus proche, Monique prit l'autoroute vers la banlieue. François, affolé par l'état d'Hélène, ne remarqua la supercherie qu'après 20 minutes de route. « Monique, vous vous trompez de direction. »« Non, monsieur Lambert, je vous emmène dans une clinique privée où un ami médecin pourra s'occuper discrètement de votre femme. Faites-moi confiance. » Quelque chose dans son ton alerta François, mais il était trop tard. Hélène était inconsciente. Mathieu s'était endormi contre son épaule, et il roulait vers une destination inconnue. Pendant ce temps, dans un parking souterrain du Jardin des Plantes, Anaïs se réveillait dans une autre voiture, une complice de Monique. Docteur Victor Marchand, psychiatre véreux appâté par l'or, l'attendait avec de nouveaux papiers d'identité et une histoire soigneusement préparée. La suite du plan de Monique était d'une simplicité diabolique: faire disparaître Hélène dans sa clinique clandestine où elle végéterait sous sédatifs, abandonner Anaïs à l'orphelinat Saint-Jacques avec une fausse identité, puis rentrer chez les Lambert avec la nouvelle tragique, l'explosion de la voiture sur l'autoroute A4, soigneusement orchestrée avec un complice pyromane, ferait le reste. 2 corps calcinés, en réalité 2 sans-abri que Marchand avait fait disparaître, seraient identifiés comme étant Hélène et Anaïs Lambert. 3 heures plus tard, Monique sonnait à la porte du domaine Lambert.
tenant un Mathieu traumatisé dans ses bras, des larmes de crocodile coulant sur ses joues. « François, il y a eu un accident terrible. Hélène et Anaïs, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'effondrement de François fut si total, si déchirant, qu'elle ressentit un bref instant de culpabilité. Mais quand il se tourna vers elle, cherchant désespérément du réconfort, quand il la serra contre lui en sanglotant, elle sut que son plan fonctionnait parfaitement. « Je suis là », murmura-t-elle contre son oreille. « Je ne vous abandonnerai jamais, ni vous, ni Mathieu. » Et elle tint parole. Pendant 20 longues années, elle fut la gouvernante parfaite, la confidente idéale, la mère de substitution dévouée. Elle éloigna discrètement toutes les femmes qui tentèrent de s'approcher de François, entretint sa douleur comme on entretient un feu sacré, et éleva Mathieu comme son propre fils. Dans sa clinique secrète, Hélène vivait dans un état de semi-conscience permanent, maintenue dans un brouillard chimique qui l'empêchait de former des pensées cohérentes. Docteur Marchand encaissait ses honoraires mensuels et se taisait, sachant que sa propre liberté dépendait du silence, et à l'orphelinat Saint-Jacques, une petite fille de 6 ans répondant au nom d'Élise grandissait sans souvenir de sa vraie famille, bercée seulement par une mélodie mystérieuse qui lui trottait dans la tête et un collier en forme de cœur qu'elle ne quittait jamais. Le plan parfait de Monique Perrin était en marche. Elle avait détruit une famille pour satisfaire son obsession, et pendant 20 ans, personne ne soupçonna rien. Jusqu'à ce jour d'automne au parc Monceau, où le destin décida de remettre les cartes sur la table. Le silence pesait lourd dans la bibliothèque du domaine Lambert. François tournait et retournait la carte de visite d'Élise entre ses doigts, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles mortes dehors. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre au parc Monceau, et il n'avait pas fermé l'œil une seule nuit. « Père, vous n'allez quand même pas ?» Mathieu s'interrompit en voyant son père décrocher le téléphone. Il connaissait cette expression déterminée, la même que lorsque François s'attaquait à un projet de construction particulièrement complexe. « Inspecteur Renard, c'est François Lambert. J'aurais besoin de vos services pour une enquête délicate. » Paul Renard était un ancien commissaire de police reconverti dans le privé, discret, efficace. Il avait déjà aidé François dans quelques affaires litigieuses concernant ses chantiers. Sa voix grave résonna dans l'écouteur. « Monsieur Lambert, que puis-je faire pour vous ? J'aimerais que vous enquêtiez sur une jeune femme, Élise. Elle se fait appeler juste Élise. Environ 26 ans, cheveux châtains, yeux noisettes. Elle chante dans les parcs, probablement élevée à l'orphelinat Saint-Jacques. » Un silence s'installa au bout du fil. « Puis-je vous demander pourquoi cette enquête, monsieur ?» François hésita. Comment expliquer l'inexplicable ? Cette ressemblance troublante, cette chanson que seule Hélène connaissait, ce pendentif qui ressemblait tant à celui d'Anaïs. Disons que j'ai des raisons de croire qu'elle pourrait avoir un lien avec ma famille, un lien du passé. Très bien, je m'y mets dès aujourd'hui. Vous aurez des nouvelles sous 48 heures. François raccrocha sous le regard réprobateur de Mathieu. « Papa, vous n'y pensez pas sérieusement ? Cette fille ne peut pas être... Elle ne peut pas être Anaïs. Ma sœur est morte il y a 20 ans. Nous avons assisté aux funérailles. Les cercueils étaient fermés, Mathieu, à cause de l'incendie. Mais enfin, vous devenez fou. Monique était là ce jour-là. Elle a tout vu. Elle nous a sauvé la vie en nous ramenant à temps. Au nom de Monique. » François tressaillit. Où était-elle d'ailleurs ? Habituellement. Elle les rejoignait toujours dans la bibliothèque après le dîner pour leur apporter le thé. En réalité, Monique Perrin était collée contre la porte, retenant son souffle. Elle avait tout entendu. L'enquête, les soupçons, cette fille au parc Monceau. Son sang se glaça dans ses veines. Élise, cette petite mendiante qui chantait dans les rues. Comment avait-elle pu être si négligente ? Elle aurait dû prévoir que les chemins se croiseraient un jour dans une ville comme Paris. 20 ans de manipulation parfaite risquaient de s'effondrer à cause d'une coïncidence stupide. Elle s'éloigna silencieusement et regagna sa chambre. L'esprit en ébullition, il fallait agir. Et vite, le lendemain matin, Paul Renard commençait son enquête par l'orphelinat Saint-Jacques. Sœur Marie-Thérèse, la directrice octogénaire, le reçut dans son bureau austère aux murs tapissés de crucifix. Élise. Bien sûr que je me souviens d'elle. Une enfant si douce, si talentueuse. Elle nous a quittés à 18 ans, mais elle revient parfois nous rendre visite. Pouvez-vous me parler de son arrivée ici ? La religieuse fronça ses sourcils broussailleux. C'était en... Attendez. Septembre 2004, elle avait 6 ans.
trouvée dans un état de choc profond près de la gare du Nord. Amnésie complète, pas un mot pendant des semaines, juste cette chanson qu'elle fredonnait parfois. Paul nota soigneusement chaque détail. Septembre 2004. Vous êtes certaine de la date? Absolument. Le 23 septembre exactement. Je me rappelle parce que c'était la fête de Sainte Thècle, notre patronne. La police pensait qu'elle avait été abandonnée ou qu'elle avait fui une situation difficile. On n'a jamais retrouvé sa famille. Le cœur de Paul s'accéléra. Le 23 septembre 2004. La date exacte de l'accident qui avait coûté la vie à Hélène et Anaïs Lambert. Une coïncidence, il n'y croyait pas. Et ses papiers d'identité, établis par les services sociaux, Élise Dubois, née le 15 mars 1998. Date de naissance approximative. Bien sûr, on l'a appelée Élise parce que c'était le premier mot qu'elle a prononcé en arrivant. Paul continua son interrogatoire, récoltant chaque miette d'information. Le collier en forme de cœur, les cauchemars récurrents de la fillette, ses talents musicaux précoces, sa ressemblance frappante avec une actrice française, détail que la sœur avait noté dans le dossier, en quittant l'orphelinat. Paul avait déjà une quasi-certitude, mais il fallait creuser davantage. Sa prochaine étape fut les archives de la police. L'accident du 23 septembre 2004 était bien documenté. Explosion sur l'autoroute A4, 2 victimes calcinées identifiées comme Hélène Caron-Lambert et sa fille Anaïs. Mais en lisant attentivement le rapport, Paul releva plusieurs incohérences. Primo, aucun témoin direct de l'explosion. Secondo, identification basée uniquement sur les bijoux retrouvés et le témoignage de Monique Perrin. Tertio, les corps étaient dans un état tel qu'aucune autopsie approfondie n'avait été possible. Paul fronça les sourcils. 20 ans d'expérience dans la police lui avaient appris à reconnaître un dossier bâclé, trop d'éléments manquaient, trop de questions restaient sans réponse. Il décida de pousser plus loin et se rendit au commissariat du 19e arrondissement pour consulter les archives sur les enfants trouvés de septembre 2004. Le sergent Dubois, proche de la retraite, se souvenait parfaitement de l'affaire. Ah oui, la petite Élise. Un cas bouleversant. On l'a trouvée près de la gare, complètement désemparée. Elle répétait sans arrêt « Élise ». On a cru que c'était son prénom. Maintenant que j'y repense, elle disait peut-être autre chose. Paul tendit l'oreille. Elle disait peut-être « Élise » ou « Anaïs ». Le policier réfléchit intensément. Bon sang, vous pourriez avoir raison, dans son état de choc, avec son accent enfantin. Anaïs aurait pu sonner comme Élise. Pendant ce temps, au domaine Lambert, Mathieu était hanté par des rêves étranges, depuis la rencontre au parc. Des images floues remontaient à la surface de sa mémoire. Une petite fille qui lui ressemblait, des rires dans le jardin, une voix qui chantait « Ma douce étoile » tous les soirs. Il se réveilla en sursaut, en sueur. Ces images, ce n'étaient pas des rêves, c'étaient des souvenirs. « Anaïs » murmura-t-il dans l'obscurité de sa chambre, pour la première fois depuis 20 ans. Il prononça le prénom de sa sœur jumelle, sans que ce soit douloureux. Au contraire, une chaleur étrange l'envahit, comme si une partie de lui-même se réveillait après un long sommeil. Le lendemain, Élise était assise sur son banc habituel du parc Monceau, quand Mathieu l'aborda. Elle leva vers lui ses grands yeux noisettes, et il sentit son cœur s'emballer. « Bonjour », dit-il un peu maladroitement. « Je suis Mathieu. Mathieu Lambert, mon père et moi. Nous vous avons rencontrés il y a quelques jours. » « Oh, le monsieur distingué et son fils. Oui, je me souviens. Votre père semblait troublé par ma chanson. En effet, puis-je m'asseoir ?» Élise acquiesça avec un sourire timide. Mathieu s'installa à côté d'elle, troublé par sa proximité. Quelque chose en elle l'apaisait et l'agitait à la fois. Cette chanson que vous chantiez, ma douce étoile, d'où la tenez-vous vraiment ? Élise soupira, toucha instinctivement son collier. Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Elle est là, dans ma tête, depuis toujours, comme si quelqu'un me l'avait chantée des milliers de fois quand j'étais petite. Parfois, je rêve d'une femme aux cheveux blonds qui la fredonne, et d'un petit garçon qui chante avec nous. Mathieu sentit sa gorge se serrer. Comment était ce petit garçon dans vos rêves ? Il me ressemblait beaucoup, même couleur de cheveux, mêmes yeux, comme un frère ou un jumeau. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Les enfants de l'orphelinat inventent souvent des familles imaginaires. Non, murmura Mathieu,
Ce n'est pas ridicule du tout. Il se leva brusquement, le cœur battant à tout rompre. Il faut que j'y aille. Mais est-ce que je peux vous revoir? Demain, peut-être? Bien sûr, je serai là, en rentrant au domaine. Mathieu croisa Monique dans l'entrée. Elle lui sourit comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose de froid, de calculateur. « Mon petit Mathieu, vous rentrez tard. Où étiez-vous? »« Je me promenais, » répondit-il évasivement. Monique l'observa attentivement. Elle avait remarqué son changement d'humeur ces derniers jours, cette lueur nouvelle dans ses yeux. Cette fille commençait à faire des dégâts. Il était temps de prendre des mesures drastiques. L'invitation était arrivée par coursier dans la matinée. Un carton crème aux armoiries des Lambert, rédigé de l'écriture élégante de François. « Mademoiselle Élise, nous serions honorés de votre présence pour le dîner de ce soir au domaine Lambert, 19h. Tenez simple et chaleureuse. » Élise regardait l'invitation pour la 10e fois, assise sur son lit étroit dans le petit studio qu'elle louait près de Belleville. Pourquoi cet homme l'intriguait-il tant, et pourquoi cette invitation la troublait-elle autant qu'elle l'excitait? Elle n'avait qu'une seule robe convenable, une robe noire simple qu'elle avait achetée d'occasion pour ses rares concerts en salle. En se regardant dans le miroir écaillé de sa salle de bain, elle ajusta son collier en forme de cœur. Quelque chose lui disait que cette soirée allait changer sa vie. À 19h précises, elle sonnait aux grilles imposantes du domaine Lambert à Neuilly-sur-Seine. La propriété était encore plus majestueuse qu'elle ne l'avait imaginé. Une demeure du 19e siècle, entourée d'un parc magnifique, avec ses allées de gravier blanc et ses massifs de roses encore fleuris malgré la saison. Monique Perrin vint ouvrir personnellement, son sourire figé ne masquant pas tout à fait la froideur de son regard. « Mademoiselle Élise, je suppose, je suis Monique, la gouvernante de la famille Lambert. Monsieur vous attend au salon, en pénétrant dans le hall d'entrée. » Élise fut saisie d'un vertige étrange. Le grand escalier de marbre, le lustre en cristal, les portraits au mur, tout lui semblait familier, comme dans un rêve récurrent qu'elle n'arrivait pas à saisir. « Ça va, mademoiselle ?» s'inquiéta faussement Monique, en remarquant sa pâleur. « Oui. »« C'est juste. Cette maison me rappelle quelque chose. » Le sourire de Monique se crispa imperceptiblement. « Vraiment. Pourtant, vous n'êtes jamais venu ici. »« Non, bien sûr que non, » murmura Élise, troublée. François l'accueillit dans le grand salon aux boiseries dorées. Il portait un costume sombre qui accentuait l'intensité de ses yeux bleus, et Élise fut frappée par la mélancolie qui émanait de toute sa personne. « Élise, je suis si heureux que vous ayez accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Monsieur Lambert, votre maison est magnifique. » Mathieu descendit l'escalier à ce moment-là, élégant dans sa chemise blanche et son pantalon de toile. En voyant Élise, il s'immobilisa sur la dernière marche, dans cette robe noire qui soulignait la grâce de sa silhouette. Avec ses cheveux relevés en chignon lâche, elle était d'une beauté saisissante. « Bonsoir, Élise, » dit-il en s'approchant. « Bonsoir, Mathieu. » Leurs mains se touchèrent brièvement quand il l'aida à s'asseoir, et tous deux ressentirent la même décharge électrique. La même reconnaissance inexplicable. Monique observait la scène depuis le seuil, les mâchoires serrées. Cette fille était en train de les ensorceler. Elle le voyait bien. Il fallait que cette mascarade cesse au plus vite. Le dîner se déroula dans la salle à manger aux lambris anciens. Éclairée par des chandeliers d'argent, Élise était placée en face de Mathieu, et François, au bout de table, les observait tous les deux avec une attention presque douloureuse. « Parlez-nous de votre enfance, Élise » demanda François en découpant son filet de bœuf. « Il n'y a pas grand-chose à dire, monsieur Lambert. L'orphelinat, les cours, la musique, c'est tout ce que j'ai connu. Aucun souvenir d'avant vos 6 ans. » Élise secoua la tête, mais ses doigts se crispèrent sur sa fourchette. « Parfois, j'ai des images, des flashs, un jardin avec des roses blanches, une cuisine avec un îlot central en marbre, une femme qui chantait tout le temps, mais les médecins disent bien que c'est normal, que l'esprit invente des souvenirs pour combler les vides. » Mathieu manqua s'étrangler avec son vin. Le jardin de roses blanches était celui de sa mère, et la cuisine avec l'îlot central, c'était exactement la leur. Et cette femme qui chantait, à quoi ressemblait-elle ? Demanda François d'une voix tendue. Blonde, je crois, avec des yeux clairs. Elle avait une voix très douce, et elle sentait la lavande. François ferma les yeux. Hélène utilisait toujours un parfum à la lavande.
C'était son péché mignon. Monique, qui servait le dessert, laissa échapper un léger tremblement dans ses mains. Cette conversation prenait une tournure dangereuse. « Vous avez une imagination très fertile, mademoiselle », intervint-elle sèchement. Les enfants abandonnés inventent souvent des histoires pour se consoler. Un silence gêné s'installa. Élise rougit, blessée par la remarque. « Monique », gronda François. « Excusez-moi, je ne voulais pas. »« Ce n'est rien », assura Élise avec dignité. « J'ai l'habitude de ce genre de remarques. » Mathieu la regardait avec admiration. Malgré sa situation précaire, elle gardait une noblesse naturelle qui forçait le respect. Après le dessert, François proposa de visiter la maison. Élise accepta avec curiosité, ignorant le regard noir que lui lançait Monique. Dans le grand escalier, elle s'arrêta devant un portrait de famille peint 22 ans plus tôt. Hélène y souriait, tenant dans ses bras 2 bambins de 4 ans aux boucles dorées. « C'est votre famille ?» demanda Élise d'une voix étrangement émue. « C'était, » répondit François, « ma femme Hélène et mes enfants, Mathieu et Anaïs. Anaïs et sa mère sont mortes dans un accident quand les jumeaux avaient 6 ans. » Élise contemplait le portrait avec une intensité troublante. La femme blonde aux yeux clairs, c'était exactement celle de ses rêves. « Et la petite fille, nous étions jumeaux ?» demanda-t-elle soudain. François et Mathieu échangèrent un regard stupéfait. « Pardon !» dit François. Élise rougit, réalisant sa bévue. « Excusez-moi, je voulais dire, Mathieu et sa sœur étaient jumeaux. »« Oui, » répondit Mathieu en l'observant attentivement. « Des vrais jumeaux. Nous nous ressemblions comme 2 gouttes d'eau. Elle vous manque ?»« Terriblement. C'était ma moitié, mon autre moi. » Élise hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement cette sensation de manque, d'incomplétude. La visite se poursuivit au premier étage, quand François ouvrit la porte de l'ancienne chambre d'Anaïs. Restée intacte depuis 20 ans, Élise poussa un cri étouffé. Mon Dieu! La chambre était d'un rose poudré délicat, avec un lit à baldaquin blanc et des étagères pleines de livres et de peluches. Mais ce qui avait coupé le souffle d'Élise, c'était le petit piano droit dans un coin. Exactement comme dans ses rêves les plus récurrents, sans réfléchir, elle s'approcha de l'instrument et souleva le couvercle. Ses doigts trouvèrent naturellement les touches, et elle commença à jouer « Ma douce étoile ». François s'effondra dans le fauteuil près de la fenêtre. Les larmes aux yeux, c'était exactement comme ça qu'Anaïs jouait cette mélodie, avec cette même grâce naturelle, cette même émotion pure. « Comment connaissez-vous cette partition ?» balbutia-t-il. Élise s'arrêta de jouer, troublée par sa propre réaction. « Je ne sais pas. Mes doigts sont trouvés les notes tout seuls. C'est comme si ce piano m'appartenait. » Mathieu s'agenouilla près d'elle sur le banc du piano. « Élise, regardez-moi. » Elle tourna vers lui ses grands yeux noisettes, et dans cette lumière tamisée de fin de soirée, la ressemblance avec l'enfant du portrait était saisissante. « Qu'est-ce que vous ressentez, ici, dans cette chambre ? Je me sens, chez moi, pour la première fois de ma vie. J'ai l'impression d'être à ma place. C'est fou, n'est-ce pas ? » « Non, » murmura Mathieu. « Ce n'est pas fou du tout, Monique, » qui les espionnait depuis le couloir, ne put en supporter davantage. Cette comédie avait assez duré. Elle s'avança dans la chambre avec un plateau de thé qu'elle posa brutalement sur la commode. Il se fait tard. « Mademoiselle Élise, je pense qu'il serait temps de rentrer chez vous. » Le ton était si sec, si hostile, qu'Élise se leva immédiatement. « Bien sûr, vous avez raison. Merci pour cette merveilleuse soirée. » Tandis qu'elle rassemblait ses affaires, son collier s'accrocha à l'angle du piano et se rompit. Les perles se répandirent sur le parquet, mais le pendentif en forme de cœur roula jusque sous le lit. François se précipita pour l'aider à ramasser les perles, mais quand il récupéra le pendentif et l'examina de plus près, son sang se glaça, gravé à l'intérieur du cœur en or. Il y avait les initiales AL. Anaïs Lambert. C'était le collier qu'il avait offert à sa fille pour son 5e anniversaire, le collier qu'elle portait le jour de sa disparition, le collier qui était censé avoir brûlé avec elle dans cet accident sur l'autoroute. Le docteur Victor Marchand transpirait abondamment dans son bureau austère de la clinique psychiatrique de Meaux. À 68 ans, le psychiatre véreux avait pensé finir sa carrière tranquillement, ses comptes en banque gonflés par 20 années de silence bien payé, mais l'inspecteur Paul Renard, assis en face de lui, venait de bouleverser cette tranquillité. « Docteur Marchand, vos finances sont intéressantes,
Depuis septembre 2004, vous recevez chaque mois un virement de 15 000 € d'un compte offshore. Pouvez-vous m'expliquer l'origine de ces fonds ? Marchand passa une main tremblante dans ses cheveux gris clairsemés. Ce sont des honoraires pour des consultations privées, rien d'illégal. Vraiment ? Pour quel patient justifiez-vous de telles sommes depuis 20 ans ? Le médecin détourna le regard vers la fenêtre grillagée de son bureau. Dans la cour, les patients déambulaient comme des fantômes. Parmi eux, dans le pavillon sécurisé, une femme blonde aux yeux perdus dans le vague était assise sur un banc, fredonnant une mélodie mélancolique. Paul suivit son regard et nota cette réaction. « Docteur, l'Ordre des médecins enquête actuellement sur plusieurs irrégularités dans votre établissement, faux certificats, internement non justifié, détournement de fonds. Votre situation est déjà précaire. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est le moment. » Marchand ferma les yeux. Il savait que ce jour arriverait. 20 ans à dormir avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. 20 ans à redouter chaque coup de téléphone. Chaque visite inattendue. Il y a effectivement une patiente, sous fausse identité, internée depuis septembre 2004. Le cœur de Paul s'emballa. Continuez. Elle s'appelle... Enfin, officiellement, elle s'appelle Marie Dubois. Mais son vrai nom... Il marqua une pause, la sueur perlant sur son front. Son vrai nom est Hélène Lambert. Paul se leva d'un bond, renversant presque sa chaise. Hélène Lambert, la femme de François Lambert, celle qui est censée être morte il y a 20 ans. Elle n'est pas morte. Elle est ici, maintenue sous sédatifs légers depuis 2 décennies. Je n'avais pas le choix. Qui vous a demandé de faire ça ? Marchand hésita encore, puis capitula complètement. Monique Perrin, l'infirmière. Elle m'a payé pour que je me taise et que je maintienne Madame Lambert dans un état de semi-conscience. Elle me versait l'argent chaque mois, en échange de mon silence. Paul sortit son téléphone, les mains tremblantes. Où est-elle ? Où est Hélène Lambert ? Pavillon C, chambre 23. Mais inspecteur, elle n'est plus tout à fait cohérente, 20 ans de médication, même légère, ça laisse des traces. Pendant ce temps, au domaine Lambert, François n'avait pas dormi de la nuit. Le pendentif d'Élise était posé sur son bureau, et il le fixait comme s'il s'agissait d'un objet magique capable de ressusciter les morts. Les initiales AL, gravées à l'intérieur, ne laissaient aucun doute possible. C'était le collier d'Anaïs. Mais comment cette jeune femme l'avait-elle en sa possession ? La sonnerie de son téléphone le fit sursauter. Monsieur Lambert, Paul Renard à l'appareil. Il faut que vous veniez immédiatement à la clinique de Meaux. Et préparez-vous à un choc. Qu'avez-vous découvert ? Votre femme est vivante, monsieur Lambert. Hélène est vivante. François faillit lâcher le combiné. Le monde sembla s'arrêter de tourner autour de lui. C'est impossible. Hélène est morte. J'ai assisté aux funérailles. Les corps dans la voiture n'étaient pas ceux de votre femme et de votre fille. Docteur Marchand vient de tout avouer. Hélène est internée ici sous fausse identité depuis 20 ans. François s'effondra dans son fauteuil, le souffle coupé. Si Hélène était vivante, si elle avait été maintenue prisonnière pendant 20 ans, alors, Élise et Anaïs, demanda-t-il d'une voix brisée, nous n'avons pas encore toutes les réponses. Mais si vos soupçons sont corrects, rejoignez-moi à la clinique. Et surtout, ne dites rien à personne, surtout pas à Monique Perrin. Après avoir raccroché, François resta prostré plusieurs minutes. 20 ans d'un deuil inutile. 20 ans à pleurer une femme qui était maintenue prisonnière à quelques kilomètres de là. 20 ans à faire confiance à la femme qui avait orchestré ce cauchemar. Il monta à l'étage pour réveiller Mathieu, mais s'arrêta devant la porte de la chambre de Monique. Comment avait-il pu être si aveugle ? Comment cette femme qui avait bercé son chagrin, qui avait élevé son fils, qui avait été son pilier pendant 2 décennies, avait-elle pu commettre un acte aussi monstrueux ? Le mobile était évident maintenant qu'il y réfléchissait, les regards insistants, les petites attentions, la façon dont elle éloignait systématiquement toutes les femmes qui s'approchèrent de lui. Monique était amoureuse de lui depuis le début. Et son amour non partagé s'était transformé en obsession dévastatrice. Il redescendit sans faire de bruit et quitta la maison discrètement. Il devait voir Hélène, s'assurer qu'elle allait bien, comprendre ce qui s'était passé. Monique, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, l'observait depuis sa fenêtre. Elle avait vu François au téléphone, avait remarqué son trouble.
Quelque chose se tramait. Elle le sentait. Elle s'habilla rapidement et descendit à la cuisine. Il était temps de prendre les choses en main. Cette mascarade avait assez duré. À la clinique de Meaux, François découvrait l'horreur de la vérité. Hélène, sa belle Hélène, était assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre de sa chambre, à 46 ans. Elle paraissait 10 de plus. Ses cheveux blonds avaient blanchi prématurément. Son regard était vague, absent. Elle fredonnait « Ma douce étoile » d'une voix éteinte. « Hélène » murmura François en s'agenouillant près d'elle. Elle tourna lentement la tête vers lui. Et pendant un instant, une lueur de reconnaissance traversa ses yeux bleus. « François, c'est vraiment toi ?» Il prit ses mains dans les siennes, bouleversé par leur maigreur. « Oui, mon amour, je suis là. Je suis venu te chercher. Mes enfants, où sont mes enfants? Mathieu et ma petite Anaïs. Il faut que je les retrouve. Mathieu va bien. Il a grandi. Il est devenu un homme magnifique. Et Anaïs, je crois que nous l'avons retrouvée aussi. » Hélène secoua la tête, confuse. « Non, non. La dame en blanc me dit qu'ils sont morts. La dame en blanc me l'a dit 1000 fois. Ils sont morts dans l'accident. » François échangea un regard avec Paul Renard. La dame en blanc ne pouvait être que Monique, qui venait sans doute rendre visite à Hélène pour entretenir son trauma. Docteur Marchand, présent dans la chambre sous surveillance policière, expliqua la situation. Madame Lambert était maintenue sous neuroleptique léger, juste assez pour l'empêcher de former des pensées cohérentes ou de se souvenir clairement. Mademoiselle Perrin venait la voir une fois par mois, se présentait comme une infirmière et lui répétait que ses enfants étaient morts pour l'empêcher de chercher à s'échapper. « Combien de temps faudra-t-il pour qu'elle récupère ?» demanda François. « Difficile à dire. Les dégâts neurologiques semblent limités. Mais le trauma psychologique est énorme, avec un bon suivi. Elle pourrait retrouver une grande partie de ses facultés. Mais ce sera long. » Paul posa une main compatissante sur l'épaule de François. « Il faut rentrer maintenant, et il faut parler à Élise. Si elle est vraiment Anaïs, elle a le droit de savoir. Mais d'abord, nous devons arrêter Monique Perrin. » Le trajet de retour se fit dans un silence pesant. François essayait d'assimiler l'ampleur de la trahison. 20 ans de sa vie volée. 20 ans de bonheur familial détruit par l'obsession d'une femme qu'il avait considérée comme une sœur. Quand ils arrivèrent au domaine Lambert, la Mercedes de Monique n'était plus dans l'allée. Mathieu les attendait dans le salon, l'air inquiet. « Papa, où étiez-vous ? Monique est partie très tôt ce matin. Elle avait l'air bouleversée. Elle a dit qu'elle avait des courses urgentes à faire. » François et Paul échangèrent un regard alarmé. Monique avait compris que le piège se refermait sur elle. La question était, qu'avait-elle l'intention de faire? Et surtout, Élise était-elle en sécurité? Élise se réveilla avec un terrible pressentiment. Ses rêves avaient été particulièrement vivaces cette nuit. Des images de la maison Lambert, du piano rose, et surtout du visage de Mathieu qui la regardait avec une tendresse inexplicable. Mais il y avait eu autre chose. Une femme en blouse blanche qui lui murmurait des mots cruels, des mensonges empoisonnés. Elle s'habilla rapidement et décida de se rendre au parc Monceau. Chanter l'aiderait peut-être à chasser cette angoisse sourde qui lui serrait la poitrine depuis son réveil. Au même moment, dans sa petite Citroën garée devant l'immeuble d'Élise, Monique Perrin observait les fenêtres du 3e étage. Ses mains tremblaient sur le volant. Son regard était celui d'une femme acculée. Elle avait passé la nuit à tourner en rond dans Paris, à réfléchir à ses options. Il n'y en avait qu'une, faire disparaître le problème à la source. Élise sortit de son immeuble avec sa guitare, et Monique la suivit à distance. 20 ans de manipulation parfaite ne pouvaient pas s'effondrer à cause de cette gamine. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait sacrifié. Au domaine Lambert, François faisait les 100 pas dans son bureau pendant que Paul Renard organisait les recherches. « Ses comptes bancaires sont vidés », annonça l'inspecteur en raccrochant son téléphone. Elle a retiré tout l'argent ce matin à la première heure. Et sa voiture n'est enregistrée nulle part depuis hier soir. « Il faut retrouver Élise », dit François d'une voix tendue. « Si Monique a compris que nous savons. J'ai envoyé des hommes chez elle et dans tous les parcs où elle a l'habitude de chanter. Ne vous inquiétez pas, nous allons... » La sonnerie du téléphone l'interrompit. François décrocha immédiatement. « Allô ? Bonjour François. » La voix de Monique était étrangement calme, presque sereine. « Monique, où êtes-vous ? Il faut que nous parlions. »« Oh, nous allons parler. Ne vous en faites pas. Mais d'abord,
J'ai une petite visite à faire, à notre chère Élise. » Le sang de François se glaça. « Monique, ne faites pas de bêtises. Cette jeune femme n'a rien fait de mal. Cette petite mendiante va tout détruire. » éclata-t-elle soudain, sa voix se brisant. « 20 ans, François. 20 ans que je vous aime, que je vous protège, que je maintiens cette famille unie. Et cette putain va tout gâcher avec ses grands yeux d'innocente. » Paul fit signe à François de la faire parler, tentant de tracer l'appel. « Monique, calmez-vous. Nous pouvons discuter de tout cela. Rentrez à la maison. » Un rire amer résonna dans l'écouteur. « La maison. Quelle maison, François? Celle où j'ai vécu comme une domestique pendant que vous pleuriez une morte? Celle où j'ai élevé votre fils en rêvant que vous me regardiez comme une femme? Vous avez enlevé ma femme !» siffla François, incapable de contenir sa colère plus longtemps. « Vous avez séparé mes enfants. J'ai sauvé cette famille !» hurla Monique. « Hélène ne vous méritait pas. Elle ne savait pas vous aimer comme moi je vous aimais. Et ses enfants, toujours à geindre, à réclamer l'attention. Mathieu au moins était un garçon. Il pouvait devenir quelqu'un. Mais cette Anaïs, cette petite princesse gâtée, où est Élise ? Demanda François d'une voix dangereusement calme. Oh, elle chante au parc Monceau, comme tous les jours, mais plus pour longtemps. Il est temps de finir ce que j'ai commencé il y a 20 ans. La communication fut coupée. Paul était déjà debout, sa veste à la main. Parc Monceau, vite ! Ils sortirent en trombe, suivis de Mathieu qui avait tout entendu depuis le couloir, dans la voiture. Tandis que Paul slalomait entre les embouteillages parisiens, François tentait de joindre les équipes déjà sur place. « Aucune trace d'Élise au parc », annonça-t-il après avoir raccroché. « Elle n'est pas à son banc habituel. »« Monique l'a peut-être déjà trouvée », dit Mathieu, la peur dans la voix. Au même instant, dans un café discret près du parc Monconseau, Élise sirotait un chocolat chaud en tentant de chasser sa mélancolie matinale. Elle n'avait pas eu le cœur de chanter ce jour-là, trop perturbée par les événements de la veille. La chaise en face d'elle grinça. Elle leva les yeux et découvrit une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux bruns tirés en arrière et au regard froid. « Élise Dubois, je présume. »« Oui, vous êtes. »« Monique Perrin, nous devons parler. » Élise fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose. « Vous êtes la gouvernante des Lambert. » « Entre autres, » répondit Monique en s'asseyant sans y être invitée. « Je suis surtout celle qui veille sur cette famille depuis 20 ans. Et vous êtes en train de tout détruire. Je ne comprends pas. Bien sûr que si. Vous comprenez, vous savez très bien qui vous êtes. Vous savez pourquoi François et Mathieu sont troublés par votre présence. Vous jouez les innocentes, mais vous calculez tout. » Élise secoua la tête, de plus en plus mal à l'aise. « Je ne calcule rien du tout. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. » Monique se pencha vers elle, son visage se transformant en masque de haine. « Anaïs Lambert, voilà de quoi je parle. La petite fille que j'ai arrachée à sa famille il y a 20 ans pour sauver François de cette vie médiocre. Le monde s'effondra autour d'Élise. » Les mots de Monique résonnèrent dans sa tête comme des coups de marteau. « C'est impossible, » balbutia-t-elle. « Impossible. Regardez-vous dans un miroir. Vous êtes le portrait craché d'Hélène au même âge. Et ce collier que vous portez, c'est François qui l'a offert à sa fille pour son 5e anniversaire. » Élise porta instinctivement la main à sa gorge, mais le collier était cassé depuis la veille. « Vous mentez. Je mens. Alors pourquoi connaissez-vous ma douce étoile? Pourquoi reconnaissez-vous la maison? Pourquoi Mathieu et vous regardez-vous comme 2 âmes sœurs? » Chaque question était un coup de poignard. Élise sentait sa réalité s'écrouler, ses certitudes voler en éclats. « Qu'avez-vous fait ?» murmura-t-elle. « Ce qu'il fallait, » explosa Monique. « J'ai libéré François de cette femme insipide qui ne savait que pondre des mômes et chanter des berceuses ridicules. J'ai donné une vraie mère à Mathieu. J'ai construit une vraie famille. Et moi, qu'est-ce que vous avez fait de moi? Je vous ai donné une chance de vivre autrement qu'en princesse gâtée. L'orphelinat vous a appris la vraie vie, la lutte, la débrouillardise. Vous devriez me remercier. » Élise se leva brusquement, renversant sa chaise. « Vous êtes folle. Vous avez détruit une famille. Vous avez... » « Asseyez-vous » siffla Monique en sortant un petit pistolet de son sac et en le posant discrètement sur la table. « Et fermez-la avant que je ne finisse le travail commencé. » Élise se rassit lentement, terrorisée, autour d'eux. Les autres clients du café continuaient leur conversation, inconscients du drame qui se jouait. « Qu'est-ce que vous voulez? Que vous disparaissiez ?»
Définitivement, cette fois, François était en train de vous oublier, de se reconstruire. Mathieu devenait l'homme que j'espérais. Et vous débarquez avec votre petite mine d'orpheline et vos grands yeux, et vous réveillez les fantômes. Où est ma mère ? Demanda Élise d'une voix tremblante. Où est Hélène ? Le sourire de Monique se fit cruel. Dans un endroit où elle ne pourra plus jamais vous bercer, où elle ne pourra plus jamais chanter vos petites chansons débiles. Elle est vivante, pour l'instant, mais si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, elle ne le restera pas longtemps. Élise ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Sa mère était vivante. Après 20 ans, sa mère était vivante. Et cette femme la tenait prisonnière. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que vous quittiez Paris, ce soir ? Vous allez partir très loin. Et vous n'entendrez plus jamais parler des Lambert. En échange, votre mère pourra finir ses jours tranquillement dans sa clinique. Et si je refuse ? Monique caressa la crosse de son arme. Il y aura 2 morts de plus sur ma conscience. Mais après 20 ans, vous savez, on s'habitue. À cet instant précis, la porte du café s'ouvrit violemment et François fit irruption, suivi de Paul Renard et de plusieurs policiers. Monique eut à peine le temps de lever son arme qu'elle était déjà maîtrisée. « C'est fini, Monique », dit François d'une voix brisée par l'émotion. « Tout est fini », dans les bras de Mathieu qui était accouru vers elle. Élise pleurait toutes les larmes de son corps. 20 ans de mensonges, 20 ans de vie volée, venaient de s'effondrer en quelques minutes. Elle était Anaïs Lambert. Elle avait retrouvé sa famille. Le commissariat du 8e arrondissement bourdonnait d'activité. Dans la salle d'interrogatoire numéro 3, Monique Perrin était assise face à Paul Renard, ses mains menottées posées sur la table métallique. Son regard n'exprimait plus la folie destructrice du café, mais une étrange sérénité, comme si l'arrestation l'avait libérée d'un poids énorme. Monique Perrin, vous êtes accusée d'enlèvement, séquestration, usurpation d'identité, tentative d'homicide et complicité de falsification de documents. Voulez-vous un avocat ? Elle secoua la tête lentement. À quoi bon ? Tout est fini maintenant. Autant que vous sachiez toute la vérité. Paul enclencha l'enregistreur et s'installa confortablement. Après 20 ans d'enquête, il allait enfin connaître tous les détails de cette machination diabolique. Racontez-moi tout depuis le début. Monique ferma les yeux et sembla replonger dans ses souvenirs. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré François. J'étais infirmière obstétricale à la maternité Saint-Antoine. Lui venait d'épouser Hélène, et ils attendaient les jumeaux. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il était l'homme de ma vie. Sa voix se fit plus douce, presque rêveuse. Il était si beau, si élégant, si parfait. Et elle, Hélène, cette petite bourgeoise sans cervelle qui ne savait que sourire et chanter ses mélodies niaises, elle ne le méritait pas. Vous avez donc décidé de détruire leur famille. J'ai décidé de le sauver, explosa Monique. Vous ne comprenez pas. François était en train de gâcher sa vie avec cette femme insignifiante. Il méritait mieux qu'une petite ménagère qui passait ses journées à pouponner. Paul prenait des notes, fasciné malgré lui par la logique tordue de cette femme. Comment avez-vous organisé l'enlèvement ? Monique esquissa un sourire amer. Ça m'a pris des mois de préparation. D'abord, j'ai contacté Victor Marchand. Ce vieux porc était déjà dans des combines douteuses. Il suffisait de le payer assez cher. Ensuite, j'ai étudié les habitudes de la famille. Hélène emmenait souvent les enfants au jardin des plantes le dimanche. Elle marqua une pause, comme si elle savourait encore son génie criminel. Le plus difficile, c'était de les séparer. Je ne pouvais pas faire disparaître toute la famille d'un coup. C'eût été trop suspect. Alors j'ai eu l'idée de l'accident de voiture, 2 corps calcinés, impossible à identifier formellement. D'où venaient ces corps ? Marchand s'en est occupé. 2 sans-abri qu'il a fait disparaître de sa clinique, personne ne les recherchait, personne ne les pleurerait. Paul sentit la nausée le gagner devant autant de cynisme. Et l'enfant, Anaïs, le visage de Monique se durcit. Cette petite peste, toujours accrochée au basque de sa mère, toujours à réclamer de l'attention, je l'ai droguée avec la citronnade, comme Hélène, puis je l'ai confiée à un complice qui l'a abandonnée près de l'orphelinat avec de faux papiers. Vous n'avez jamais pensé à l'impact psychologique sur une enfant de 6 ans. Elle était jeune, elle oublierait. Et puis, l'orphelinat lui apprendrait la vraie vie, pas cette existence de princesse gâtée qu'elle menait chez les Lambert. Paul secoua la tête, écœuré. Et après, comment avez-vous maintenu le mensonge pendant 20 ans ?
C'était facile. François était tellement bouleversé par la perte qu'il s'accrochait à moi comme à une bouée de sauvetage. J'étais devenue indispensable. J'élevais Mathieu, je m'occupais de la maison, je consolais François. Ses yeux brillèrent d'une lueur nostalgique. C'était les plus belles années de ma vie. Nous formions enfin une vraie famille. J'étais la femme de la maison, même si François ne s'en rendait pas compte. Il ne s'est jamais douté de rien. Jamais. J'étais parfaite dans mon rôle. Et chaque fois qu'une femme tentait de s'approcher de lui, je trouvais un moyen de l'éloigner, un mot glissé ici, un petit scandale monté de toutes pièces là. François restait fidèle au souvenir d'Hélène, et moi j'étais là pour le consoler. Et Hélène, comment justifiez-vous 20 ans de torture psychologique? Pour la première fois, Monique sembla troublée. Ce n'était pas de la torture. Marchand la maintenait juste, calme. Elle était nourrie, logée, soignée. C'était mieux que la mort, non? Vous alliez la voir. Une fois par mois, au début, elle me reconnaissait. Elle me suppliait de la laisser rentrer chez elle. Alors je lui expliquais que ses enfants étaient morts, que François l'avait oubliée, qu'elle n'avait plus de raison de vivre. Avec le temps, elle a fini par l'accepter. Paul ferma les yeux, imaginant l'horreur qu'avait dû vivre Hélène Lambert. Et quand Élise a croisé votre route au parc Monceau, j'ai tout de suite compris que c'était elle, cette ressemblance avec Hélène, cette chanson, mon sang s'est glacé, 20 ans de travail risquaient de s'effondrer à cause de cette petite mendiante. Alors vous avez décidé de l'éliminer. Monique haussa les épaules avec une indifférence terrifiante. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, que je laisse tout tomber, que j'avoue à François que j'avais détruit sa famille par amour pour lui? Il m'aurait haï. Il vous hait maintenant. Maintenant c'est fini. Mais j'ai eu 20 ans de bonheur. 20 ans où j'ai été sa femme sans qu'il le sache. 20 ans où Mathieu m'a appelée « maman » quand son père n'était pas là. Paul referma son carnet. Écœuré par cette femme qui ne montrait aucun remords, aucune conscience du mal qu'elle avait causé. Une dernière question, Monique. Aviez-vous prévu de tuer Élise aujourd'hui? Elle le regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, il y lut une faille dans sa carapace. Ah, si elle avait refusé de partir, oui, comme j'avais prévu de tuer Hélène si elle devenait trop gênante, comme j'aurais tué quiconque aurait menacé ma famille, votre famille, mais vous avez détruit une famille. J'ai créé ma famille. Hurla-t-elle soudain, toute sa folie ressurgissant, François, Mathieu et moi. C'était parfait jusqu'à ce que cette petite garce débarque avec ses grands airs. 2 gardiens entrèrent pour accompagner Monique vers sa cellule, avant de sortir. Elle se retourna vers Paul. Vous savez ce qui est le plus ironique, inspecteur. François ne m'a jamais aimé, même après 20 ans à ses côtés, même après avoir élevé son fils, même après avoir été son pilier. Il n'a jamais eu un seul regard tendre pour moi, jamais un seul geste d'affection. J'étais transparente. Elle sourit tristement. Peut-être que j'aurais dû le tuer lui aussi. Au moins, nous serions morts ensemble. Les gardiens l'emmenèrent, laissant Paul seul avec ses notes et un profond sentiment de malaise. Dans toute sa carrière, il n'avait jamais rencontré un cas d'obsession amoureuse poussé à de tels extrêmes. Pendant ce temps, à la clinique de Meaux, François était assis au chevet d'Hélène. Les médecins avaient commencé le sevrage progressif des neuroleptiques et elle montrait déjà des signes d'amélioration. Sa lucidité revenait par vagues, comme des éclairs dans le brouillard. « François, mes enfants, où sont mes enfants? Ils vont bien, mon amour. Mathieu a grandi, il est devenu un homme merveilleux. Et Anaïs, nous l'avons retrouvée. Elle s'appelle Élise maintenant. Mais c'est bien notre petite fille. » Hélène serra sa main avec une force surprenante. « Je veux les voir. Je veux voir mes enfants. Bientôt, ma chérie. Dès que tu iras mieux, les médecins disent que tu récupères très vite. Et cette femme en blanc, qui venait me voir, qui me disait que tout le monde était mort, elle ne viendra plus jamais, promis François. Plus jamais. » Dans la chambre d'à côté, Mathieu et Élise discutaient pour la première fois en tant que frères et sœurs. 20 ans de séparation à rattraper, 20 ans de souvenirs à reconstituer. Tu te souviens de notre cachette secrète dans le grenier? Demanda Mathieu. Élise ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. Derrière les malles, il y avait un petit espace où nous cachions nos trésors, nos cailloux brillants trouvés dans le jardin, et la poupée que tu m'avais cassée sans faire exprès. Ils rirent ensemble.
Et pour la première fois depuis 20 ans, Mathieu se sentit enfin complet. La famille Lambert était en train de renaître de ses cendres. Le laboratoire de police scientifique de Paris bourdonnait d'une activité inhabituelle pour un jeudi matin. Dr Catherine Moreau, généticienne judiciaire de renom, examinait attentivement les résultats qui venaient d'apparaître sur son écran d'ordinateur. Après 25 ans de carrière, elle avait vu passer des milliers d'analyses ADN, mais celle-ci était particulière. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro de Paul Renard. « Inspecteur, vous pouvez venir récupérer les résultats et préparez-vous à confirmer ce que vous soupçonniez déjà. » 1 heure plus tard, Paul frappait à la porte du bureau de François au domaine Lambert. Il portait sous le bras une enveloppe scellée qui contenait 20 ans de questions et de doutes. François. Mathieu et Élise étaient réunis dans la bibliothèque. L'atmosphère était tendue, électrique. Ils savaient tous que ce document allait changer leur vie à jamais, officialiser ce que leur cœur savait déjà. « Les résultats sont formels », annonça Paul en ouvrant l'enveloppe. Élise Dubois et Mathieu Lambert partagent 99,9% de leur patrimoine génétique. Ils sont indiscutablement frères et sœurs jumeaux. Élise ferma les yeux et porta les mains à son visage. Malgré les révélations de Monique, malgré tous les indices, une partie d'elle espérait encore que tout cela n'était qu'un cauchemar. Qu'elle allait se réveiller dans son petit studio de Belleville avec sa vraie vie d'orpheline. Mathieu s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Anaïs » murmura-t-il. « Ma petite sœur. » Elle leva vers lui ses yeux noisettes brillants de larmes. « J'ai peur, Mathieu. J'ai peur de ne pas savoir comment être votre sœur. J'ai peur de ne pas me souvenir de qui j'étais avant. » François s'agenouilla devant elle. Prenant ses mains dans les siennes, comme il l'avait fait 1000 fois quand elle était petite. « Tu n'as pas besoin de te souvenir de qui tu étais, ma chérie. Tu peux découvrir qui tu es maintenant. Nous avons tout le temps du monde pour apprendre à nous retrouver. Et maman, comment va-t-elle réagir en me voyant? Je ne suis plus la petite fille qu'elle a perdue. Je suis une étrangère. »« Non, » répondit François avec conviction. « Tu es sa fille, son sang, sa chair, son cœur. Une mère reconnaît toujours son enfant. » Paul s'éclaircit la gorge discrètement. « Il y a autre chose dont nous devons parler. Monique Perrin et Dr Marchand vont être jugés. Vos témoignages seront cruciaux pour la reconstruction des faits. Que risque-t-il » demanda Mathieu. « Enlèvement avec séquestration de plus de 20 ans, falsification de documents officiels, complicité d'homicide pour les 2 corps utilisés dans l'accident fictif. Ils ne sortiront probablement jamais de prison. » Élise frissonna en pensant à cette femme qui l'avait menacée au café, qui avait détruit sa famille par obsession amoureuse. « Je veux la voir, » dit-elle soudain. « Qui, Monique ?» s'étonna François. « Oui, je veux comprendre. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle m'explique pourquoi elle a volé ma vie. Anaïs, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne m'appelle plus Anaïs, » explosa-t-elle. « Je m'appelle Élise. C'est le seul nom que j'ai jamais connu. Le seul qui me correspond. Cette petite Anaïs de 6 ans est morte le jour où cette folle l'a arrachée à sa famille. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. François et Mathieu échangèrent un regard inquiet. « Tu as raison, » dit finalement François. « Tu es Élise. Tu as le droit de garder ton identité, celle que tu t'es construite. Nous apprendrons à t'aimer telle que tu es aujourd'hui. Merci, » murmura-t-elle. Émue par cette acceptation, Paul proposa de les emmener voir Hélène à la clinique. Le moment était venu pour cette famille de se retrouver enfin au complet. Le trajet jusqu'à Meaux se fit dans un silence méditatif. Élise regardait défiler le paysage par la fenêtre, tentant d'imaginer la femme qu'elle allait rencontrer dans ses rêves les plus fous d'orpheline. Elle avait imaginé 1000 fois les retrouvailles avec sa vraie mère, mais jamais dans un contexte aussi dramatique. À la clinique, Dr Rousseau les accueillit avec un sourire encourageant. « Madame Lambert va beaucoup mieux depuis hier. Le sevrage se passe bien, et sa lucidité revient progressivement. Elle vous attend avec impatience. » Ils montèrent au 2e étage, leurs pas résonnant dans les couloirs aseptisés. Devant la porte de la chambre 23, François s'arrêta et se tourna vers Élise. « Tu es prête ?» Elle hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. François poussa doucement la porte. Hélène était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Baignée par la lumière dorée de l'après-midi, à 46 ans, elle avait conservé une beauté fragile, même si les années de captivité avaient creusé des rides prématurées autour de ses yeux. En entendant la porte, elle se tourna
et son regard croisa celui d'Élise. Le temps s'arrêta. Hélène porta une main tremblante à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Mon Dieu, Anaïs, ma petite étoile, maman !» murmura Élise, fondant en larmes à son tour. Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre. 20 ans de séparation s'effaçant en un instant, Hélène caressait les cheveux de sa fille, la serrait contre elle comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. « J'ai toujours su, » sanglotait Hélène. « Au fond de moi, j'ai toujours su que tu étais vivante. Cette femme me répétait que vous étiez mort, mais une mère sans ces choses-là. Je suis là, maman, je suis là. » François et Mathieu les regardaient, les larmes aux yeux. Cette scène qu'ils avaient crue impossible. Cette famille réunie après tant d'années de mensonges et de douleurs, Hélène finit par desserrer son étreinte et examina le visage de sa fille. « Tu es si belle. Tu ressembles tellement à ta grand-mère au même âge. Et ses yeux, tu as gardé mes yeux. Maman, je ne me souviens pas de tout. Ma mémoire d'avant est floue. Ça n'a pas d'importance, ma chérie. Nous allons créer de nouveaux souvenirs. Nous avons toute la vie devant nous. » Elle se tourna vers Mathieu, qui s'approcha timidement. « Mon grand garçon, tu es devenu si beau, si fort. Maman, j'ai essayé de ne pas t'oublier. J'ai essayé de garder tes chansons dans ma mémoire. Et tu y es arrivé, » dit Hélène en caressant son visage. « Vous êtes là, tous les deux. Mes enfants sont là. » Docteur Rousseau, qui observait la scène depuis le seuil, sourit avec satisfaction. Ces retrouvailles allaient accélérer considérablement la guérison psychologique d'Hélène. « Madame Lambert, » dit-il en s'approchant, « vos progrès sont remarquables. Si tout continue ainsi, vous pourrez sortir d'ici dans quelques semaines. »« Vraiment ?» demanda François, plein d'espoir. « Les séquelles neurologiques sont minimes. C'est le trauma psychologique qui nécessitera le plus de travail. » Mais avec le soutien de sa famille, il ne finit pas sa phrase. Mais le message était clair. L'amour serait le meilleur remède. Ils passèrent l'après-midi tous ensemble, à reconstituer petit à petit les pièces du puzzle familial. Hélène fredonna, ma douce étoile de sa voix encore fragile, et Élise se joignit à elle, leurs voix se mêlant harmonieusement. « Tu chantes toujours aussi bien, ma chérie, » murmura Hélène. « Tu as hérité de mon don pour la musique. C'est grâce à cette chanson que papa m'a retrouvée. Je la chantais dans les parcs, sans savoir pourquoi. Le cœur se souvient toujours, même quand l'esprit oublie. En fin de journée, quand il fallut partir, les adieux furent difficiles. Hélène serra longuement Élise contre elle. « Tu reviendras demain. Tous les jours, maman. Tous les jours jusqu'à ce que tu rentres à la maison. »« À la maison », répéta Hélène, comme si ces mots avaient une saveur magique. Dans la voiture du retour, François regardait ses enfants dans le rétroviseur. Mathieu et Élise discutaient calmement, apprenant à se redécouvrir. Pour la première fois depuis 20 ans, il avait l'impression que sa famille allait renaître. Paul, qui les avait accompagnés, rompit le silence. « Il va falloir organiser une conférence de presse. Cette affaire va faire beaucoup de bruit dans les médias. »« Pas tout de suite, » répondit François. « Laissons d'abord à Hélène le temps de récupérer complètement, et à Élise le temps de s'habituer à sa nouvelle vie. Je comprends, mais tôt ou tard, il faudra affronter l'attention publique. » Élise posa sa main sur celle de Mathieu. « Nous affronterons tout ensemble, comme une vraie famille, répéta-t-il en serrant ses doigts. Les Lambert étaient enfin réunis. 20 ans après la tragédie, la vérité avait enfin triomphé du mensonge. 3 mois plus tard, Claire Fontaine ajustait ses lunettes tout en relisant ses notes dans le salon transformé en bureau temporaire du domaine Lambert. Psychothérapeute spécialisée dans les traumas familiaux, elle avait été recommandée par Dr Rousseau pour accompagner la famille Lambert dans sa reconstruction. À 34 ans, Claire avait une approche douce mais efficace, qui avait rapidement mis en confiance cette famille meurtrie. Ses cheveux auburn tirés en chignon lâche, et ses yeux verts bienveillants inspiraient une sérénité naturelle. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Hélène ?» demanda-t-elle en voyant arriver sa patiente. Hélène Lambert avait énormément changé depuis sa sortie de la clinique 6 semaines plus tôt. Ses cheveux avaient retrouvé leur éclat blond naturel, son teint s'était coloré, et surtout, ses yeux brillaient à nouveau de cette vie qu'on lui avait volée pendant 20 ans. Mieux, beaucoup mieux. Les cauchemars se font plus rares. Et hier, j'ai réussi à composer une nouvelle mélodie pour la première fois depuis très longtemps. C'est formidable. Et les séances avec Élise, elles m'aident énormément. Nous apprenons à nous découvrir mutuellement,
Elle me raconte sa vie à l'orphelinat, ses années difficiles. Mon cœur se brise de l'imaginer seule pendant tout ce temps. Mais je suis si fière de la femme qu'elle est devenue. Claire sourit en prenant des notes. Les progrès de cette famille étaient remarquables, même si certaines blessures prendraient encore du temps à cicatriser. Et François, comment vivez-vous vos retrouvailles avec votre mari? Hélène rougit légèrement, comme une adolescente. C'est différent. Nous avons tous les deux changé. Lui a vécu 20 ans de deuil, moi 20 ans d'emprisonnement. Nous réapprenons à nous aimer, à nous faire confiance. Mais l'amour est toujours là. Plus fort que jamais, dans le jardin, François taillait les rosiers avec une concentration méticuleuse. Cette activité manuelle l'aidait à organiser ses pensées, à digérer toutes les émotions de ces derniers mois. Mathieu le rejoignit, tenant 2 tasses de café. « Papa, Claire voudrait nous voir ensemble tout à l'heure. Bien sûr, comment ça se passe avec Élise aujourd'hui? Elle est dans l'ancienne chambre d'Anaïs, en train de trier les affaires d'enfance. C'est difficile pour elle. Elle a l'impression de violer l'intimité d'une inconnue. » François hocha la tête. Il comprenait parfaitement ce trouble identitaire que vivait sa fille. Élise Lambert-Dubois, comme elle avait choisi de s'appeler désormais, naviguait entre 2 identités avec une grâce étonnante. Mais le processus restait douloureux. « Et toi, mon fils, comment vas-tu » Mathieu but une gorgée de café, réfléchissant à sa réponse. « J'ai l'impression de renaître papa. Pendant 20 ans. J'ai vécu avec ce vide énorme, cette sensation qu'il me manquait une partie de moi-même. Maintenant qu'Élise est là, je me sens complet. Et avec Claire, le visage de Mathieu s'illumina malgré lui. Claire est exceptionnelle, intelligente, douce, compréhensive. Elle nous aide tous énormément. Mais avec moi, il y a quelque chose de plus. Nous parlons pendant des heures après les séances. « Tu es amoureux ?»« Oui », admit Mathieu en rougissant. « Et je crois, j'espère qu'elle ressent la même chose. » François sourit en posant une main paternelle sur l'épaule de son fils. « Alors n'hésite pas. Cette famille a assez perdu de temps à cause des mensonges et des non-dits. » À l'étage, Élise était assise sur le lit de l'ancienne chambre d'Anaïs, entourée de jouets, de livres et de vêtements d'enfants soigneusement conservés pendant 20 ans. Chaque objet était un fragment d'une vie qu'elle avait menée et qu'elle ne se rappelait que par bribes. Elle tenait dans ses mains un petit journal intime rose orné de licornes. L'écriture enfantine de ses 6 ans racontait des histoires simples, une promenade au parc, un gâteau au chocolat partagé avec Mathieu, une dispute avec sa poupée préférée. Aujourd'hui, maman nous a appris une nouvelle chanson, Ma douce étoile. C'est notre chanson à Mathieu et moi. Il chante faux, mais c'est pas grave. Je l'aime quand même. Élise sourit à travers ses larmes. Cette petite fille insouciante lui semblait si lointaine, si étrangère. Et pourtant, c'était elle. Un coup léger frappa à la porte. Hélène entra doucement, portant un plateau avec du thé et des biscuits. « Comment ça va, ma chérie ? C'est bouleversant, maman. J'ai l'impression de fouiller dans la vie de quelqu'un d'autre. » Hélène s'assit à côté de sa fille et prit le journal entre ses mains. « Tu étais si vivante, si joyeuse, toujours en train de chanter, de danser, d'inventer des histoires. Tu transformais la maison en théâtre permanent. Je suis désolée de ne plus être cette petite fille. »« Ne dis jamais ça, » s'exclama Hélène en prenant le visage d'Élise entre ses mains. « Tu es exactement celle que tu dois être. La vie t'a forgée, t'a rendue forte, indépendante, talentueuse. Je suis fière de la femme que tu es devenue, même si les circonstances ont été terribles. » Élise se blottit contre sa mère, respirant son parfum de lavande qui lui était finalement familier. « J'ai une idée, maman, pour la fondation dont nous avons parlé. Ma douce étoile. Tu veux vraiment t'en occuper ? Plus que tout, je veux aider d'autres enfants perdus comme je l'ai été, leur donner l'espoir que j'ai perdu pendant si longtemps. » Hélène serra sa fille plus fort. Cette générosité, cette volonté de transformer sa douleur en force pour aider les autres. C'était bien l'esprit de la famille Lambert. En bas, Claire terminait sa séance avec François. L'homme avait énormément évolué ces derniers mois, abandonnant progressivement sa carapace de businessman austère pour retrouver la chaleur paternelle et maritale qui le caractérisait autrefois. « François, vous semblez apaisé aujourd'hui. Je le suis. Pour la première fois depuis 20 ans, j'ai l'impression que ma famille existe vraiment. Nous construisons quelque chose ensemble au lieu de survivre chacun dans son coin. Et la culpabilité, celle de n'avoir rien vu,
n'avoir rien soupçonné concernant Monique. François soupira profondément. Elle est toujours là, mais moins dévorante. Claire, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Que pensez-vous de mon fils? Claire rougit délicatement, comprenant immédiatement où il voulait en venir. Mathieu est un homme exceptionnel, intelligent, sensible, généreux. Vous l'aimez? Oui, mais c'est compliqué. Étant donné ma position professionnelle, vos séances se terminent bientôt, ma famille va mieux, grâce à vous. Ne laissez pas passer une chance d'être heureuse par excès de professionnalisme. Le soir même, toute la famille était réunie pour le dîner. Pour la première fois depuis les retrouvailles, l'atmosphère était détendue, joyeuse. Hélène avait cuisiné, Élise avait mis la table avec soin, Mathieu avait choisi le vin, et François avait allumé les bougies du grand chandelier familial. « J'ai une annonce à faire », dit Élise en levant son verre. « Les papiers pour la fondation Ma Douce Étoile sont prêts. Nous pourrons ouvrir officiellement dans 2 mois. »« C'est merveilleux !» s'exclama Hélène. « Et tu es sûre de vouloir en être la directrice ?»« Certaine. C'est ma façon de donner un sens à ces 20 années perdues. » François leva également son verre. « À ma fille, qui transforme sa douleur en espoir pour les autres. À la famille Lambert, » dit Mathieu, « qui prouve que l'amour est plus fort que tout. Au nouveau commencement, » ajouta Hélène. Ils trinquèrent dans la lumière dorée des bougies, et pour la première fois depuis 20 ans, le domaine Lambert résonna des rires sincères de toute une famille réunie, plus tard dans la soirée. Tandis qu'Hélène et Élise préparaient le thé à la cuisine, Mathieu raccompagna Claire à sa voiture. « Claire, avant que vous partiez, oui, nos séances se terminent la semaine prochaine et j'aimerais vous inviter à dîner, pas en tant que patient et thérapeute, mais autrement. » Claire sourit, le cœur battant. « J'aimerais beaucoup, Mathieu. » Ils se regardèrent longuement sous la lune, et quand il se pencha pour l'embrasser doucement, elle ne résista pas. Depuis la fenêtre de la cuisine, Hélène et Élise les observaient avec attendrissement. « Il va falloir prévoir un mariage, » murmura Hélène. « D'eux-mêmes, » répondit Élise en regardant ses parents qui se tenaient enlacés dans le salon. La famille Lambert n'était pas seulement en train de se reconstruire, elle était en train de s'agrandir, de s'épanouir, de devenir plus forte que jamais. 6 mois plus tard, le soleil de juin baignait le parc Monceau d'une lumière dorée particulièrement éclatante. Une estrade temporaire avait été dressée près de la fontaine, ornée de bannières blanches et dorées portant l'inscription « Fondation Ma Douce Étoile ». Une centaine d'invités étaient rassemblés sur des chaises disposées en arc de cercle, et l'atmosphère vibrait d'une émotion palpable. Élise Lambert-Dubois, resplendissante dans une robe blanche simple mais élégante, se tenait derrière le microphone. À 26 ans, elle avait trouvé sa voix, transformé sa douleur d'orpheline en espoir pour d'autres enfants perdus. « Mesdames et messieurs, chers amis », commença-t-elle d'une voix claire et assurée. « Il y a 1 an, j'étais une jeune femme seule, chantant dans ce même parc pour survivre. Je ne connaissais pas mon vrai nom, je n'avais pas de famille, et je pensais que mon histoire s'arrêterait là. » Elle marqua une pause, cherchant du regard ses proches assis au premier rang. François, élégant dans son costume anthracite, lui souriait avec une fierté paternelle évidente. Hélène, radieuse dans sa robe bleue qui rappelait la couleur de ses yeux, avait retrouvé toute sa beauté d'antan. Mathieu, tenant tendrement la main de Claire dans sa robe de cocktail rose poudré, ne quittait pas sa sœur des yeux. Aujourd'hui, grâce à une mélodie qui a traversé 20 années de séparation, ma famille et moi avons prouvé que l'amour peut triompher de tous les mensonges. La fondation Ma Douce Étoile naît de cette conviction. Aucun enfant ne devrait grandir sans savoir d'où il vient, sans connaître ses racines. Les applaudissements chaleureux de l'assistance l'encouragèrent à poursuivre. Notre mission sera d'aider les enfants abandonnés, orphelins ou séparés de leur famille, à retrouver leurs origines. Nous offrirons un soutien psychologique, des recherches généalogiques, et surtout, de l'espoir. Car tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Elle se tourna vers sa mère, qui s'était levée et s'approchait de l'estrade avec sa guitare. Pour inaugurer cette nouvelle aventure, j'aimerais chanter avec ma mère la chanson qui nous a réunis, Ma Douce Étoile, composée il y a 27 ans par Hélène Lambert pour ses enfants jumeaux. Hélène monta sur l'estrade, ses doigts trouvant naturellement les accords familiers. Sa voix, qui avait retrouvé toute sa pureté,
s'éleva dans l'air tiède, ma douce étoile, dans le ciel si bleu. Élise se joignit à elle, leurs voix se mêlant harmonieusement comme elles l'avaient toujours fait, avant que la folie d'une femme ne les sépare. Dans l'assistance, pas un œil n'était sec, cette chanson simple portait en elle 20 ans de douleur, mais aussi la joie infinie des retrouvailles. Mathieu se leva et monta à son tour sur l'estrade, ajoutant sa voix grave à celle de sa mère et de sa sœur. François, ému aux larmes, les rejoignit pour la dernière strophe. La famille Lambert était enfin réunie, chantant ensemble comme dans ses rêves les plus fous. Quand la chanson s'acheva, un silence respectueux accueillit les dernières notes avant qu'explose un tonnerre d'applaudissements. Élise prit le micro une dernière fois. La fondation Ma Douce Étoile ouvre officiellement ses portes demain matin, mais aujourd'hui, nous célébrons quelque chose de plus personnel. Elle sourit malicieusement en regardant Mathieu et Claire. L'annonce des fiançailles de mon frère Mathieu Lambert avec notre amie Claire Fontaine. La surprise fut totale. Claire rougit jusqu'aux oreilles, tandis que Mathieu, rayonnant, sortait de sa poche un écrin de velours bleu. Il s'agenouilla devant elle sous les yeux attendris de l'assistance. « Claire Fontaine, vous avez guéri notre famille et vous avez guéri mon cœur. Voulez-vous m'épouser ? Oui !» cria-t-elle sous les acclamations. « 1000 fois oui !» Il lui passa au doigt une bague solitaire qui scintilla dans la lumière de l'après-midi. François et Hélène échangèrent un regard complice. Ils avaient organisé cette surprise avec Élise pour donner encore plus de solennité à cette journée parfaite. La réception qui suivit se déroula dans les jardins du domaine Lambert, décorés pour l'occasion de guirlandes de fleurs blanches et de photophores. Les invités déambulaient entre les buffets, les conversations allaient bon train, et une ambiance de bonheur familial régnait sur toute la propriété. Paul Renard, venu avec sa femme, s'approcha de François près de la roseraie. « Des nouvelles du procès ?» demanda François. Monique Perrin a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Docteur Marchand a 20 ans de prison. Justice est rendue. Même si cela ne rattrape pas les années perdues. Et elle, comment a-t-elle réagi à la sentence ? Avec une indifférence totale, elle vit dans son monde, persuadée d'avoir agi par amour. Les experts psychiatriques parlent de délire passionnel chronique. François hocha la tête. Il avait définitivement tourné la page Monique Perrin. Cette femme appartenait au passé. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur sa famille. Paul, je tenais à vous remercier encore, sans votre enquête, sans cette chanson et l'intuition d'un père. Vous voulez dire, j'ai juste fait mon travail. Près de la piscine, Élise discutait avec un groupe d'enfants de l'orphelinat Saint-Jacques qu'elle avait invité, sœur Marie-Thérèse, maintenant âgée de 85 ans, observait avec émotion sa protégée devenue bienfaitrice. « Tu vas nous manquer, ma petite Élise, mais nous sommes si fiers de ce que tu deviens. L'orphelinat restera toujours ma deuxième maison, ma sœur, et ces enfants sont ma priorité absolue maintenant. » Un petit garçon de 8 ans tirait timidement sur sa robe. « Mademoiselle Élise, c'est vrai que vous allez nous aider à retrouver nos mamans et nos papas ?» Elle s'accroupit à sa hauteur, lui souriant avec tendresse. « C'est exactement ce que nous allons faire, Thomas. Tu verras, il ne faut jamais perdre espoir, même si on n'a plus de famille nulle part. Surtout dans ce cas-là, moi aussi, j'ai cru pendant 20 ans que je n'avais plus personne. Et regarde, elle lui montra François et Hélène, qui dansaient enlacés sur la petite piste installée près de la terrasse, puis Mathieu et Claire qui les imitaient en riant. J'ai retrouvé ma famille. Et bientôt, elle va encore s'agrandir avec le mariage de mon frère. Les miracles existent, Thomas. Il suffit d'y croire et de ne jamais abandonner. Le soleil commençait à décliner quand Hélène prit le micro de l'orchestre. Mes chers amis, avant que cette journée parfaite ne s'achève, j'aimerais partager avec vous une nouvelle composition, une chanson que j'ai écrite pour ma fille Élise, pour célébrer son courage et sa générosité. Elle s'installa au piano, ses doigts caressant les touches avec l'assurance retrouvée d'une musicienne accomplie. Sa voix s'éleva, pure et émouvante. De l'orpheline à l'étoile brillante, du silence aux mots qui consolent, tu as transformé ta peine en espérance, et ton cœur brisé en symbole. Élise pleurait silencieusement, bouleversée par ces paroles qui résumaient parfaitement son parcours. François l'entoura de ses bras, et Mathieu vint se placer de l'autre côté, quand la chanson s'acheva. Hélène se leva et rejoignit sa famille.
pour la première fois depuis 27 ans. Les Lambert étaient complets, unis et plus forts que jamais. La soirée se prolongea tard dans la nuit, les derniers invités partis, la famille se retrouva dans le grand salon. Fourbu mais heureux, Claire avait gardé sa bague de fiançailles bien en évidence, n'arrivant pas à croire à son bonheur. Alors, « Demain, c'est le grand jour pour la fondation », demanda François à Élise. « Oui, papa, j'ai déjà 5 dossiers d'enfants à traiter. Et vous, maman, vous êtes toujours d'accord pour m'aider avec la partie musicothérapie ?»« Avec joie, ma chérie. La musique guérit l'âme. Je le sais mieux que personne. » Mathieu bâilla en étirant ses bras. « Et nous, Claire, quand veux-tu qu'on se marie ?»« Le plus tôt possible, » répondit-elle en rougissant. « J'ai déjà assez perdu de temps à rester célibataire. » Ils éclatèrent de rire tous ensemble. Vers minuit, tandis que chacun regagnait sa chambre, François s'arrêta devant le portrait de famille peint 27 ans plus tôt. Demain, il demanderait au peintre de venir faire un nouveau tableau, celui de sa famille reconstituée, plus belle et plus unie que jamais. En montant l'escalier, il entendit Hélène fredonner « Ma douce étoile » dans leur chambre. Cette mélodie qui avait failli disparaître à jamais, emportée par la folie destructrice de Monique, était redevenue le symbole de leur bonheur familial. Dehors, dans le parc silencieux sous la lune, le vent caressait doucement les roses blanches qu'Hélène avait plantées autrefois. La famille Lambert était enfin en paix. L'histoire de Ma douce étoile pouvait commencer un nouveau chapitre.